Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Thinkify et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des actions que j'ai achetées jusqu'à maintenant en novembre. Et dans la deuxième partie, on abordera certains points sur la situation économique et sur les marchés financiers. Alors la première action que j'ai rachetée comme prévu, il s'agit de Facebook. Donc vous voyez, je l'ai racheté début novembre, comme je vous l'avais dit dans la vidéo que je vous avais fait au début de ce mois sur les actions que j'avais prévu d'acheter en novembre. Et depuis, bon, elle a légèrement remonté. Mais après, ça, c'est pas très important, surtout quand vous voyez que moi, j'ai un coût de revient qui est beaucoup plus bas et qu'actuellement, je suis en hausse sur l'action de plus de 30%. Alors Facebook, on en a beaucoup entendu parler récemment, notamment parce qu'ils ont changé leur nom vers Metaverse. Moi, c'est une entreprise dans laquelle je croyais déjà avant, que j'ai en portfolio depuis assez longtemps, et c'est une entreprise que je vais continuer à acheter à partir du moment où elle maintient son prix raisonnable. On voit qu'actuellement elle a un PI de 24, et à partir du moment où elle continue à maintenir sa croissance des revenus. Après, tout l'aspect métaverse avec le monde virtuel, etc., moi, c'est quelque chose que je crois beaucoup, notamment pour les jeux vidéo et aussi pour le travail, avec tout ce qui est simulation 3D, meeting à distance, etc. D'ailleurs, vous avez en concurrence la HoloLens de chez Microsoft, qui est aussi beaucoup utilisée dans les entreprises. Et d'ailleurs, le lancement de ce projet Metaverse ça affecte aussi d'autres entreprises que je possède, notamment Nvidia, parce qu'en fait, il y a beaucoup de modélisation 3D, d'intelligence artificielle, etc. Et donc, il faut forcément derrière de la puissance de calcul et des moyens de modélisation 3D. Donc voilà, Facebook, excellente entreprise, elle fait partie des entreprises de base de mon portfolio. J'hésiterai pas à en racheter dans le futur, j'en achète de toute façon au fur et à mesure, je fais du dollar cost averaging, et sur le long terme, je vais continuer à faire grossir ma position. Très bien, donc passons maintenant à la deuxième action que j'ai achetée comme prévu. Alors il s'agit de Lemonade. Donc Lemonade, vous voyez, je l'ai acheté tout début novembre aussi, et depuis, bon, elle est en baisse. Après, c'est du court terme. C'est une entreprise qui est par rapport à Facebook Go beaucoup plus spéculative et entre guillemets risquée. Ils ne gagnent pas d'argent, ils vont certainement continuer à perdre de l'argent pendant de nombreuses années. D'ailleurs, c'est une position sur laquelle j'ai pas trop mis, j'ai dû mettre 1000 $. J'ai pas prévu de mettre beaucoup plus pour l'instant, sauf si l'entreprise venait à avoir et des bonnes nouvelles et en plus continuer à corriger. Donc ça, bien évidemment, on va voir. Après, voilà, moi, c'est une entreprise, comme je vous l'avais pas caché, qui est assez risquée et spéculative. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai juste au-dessus en description. Comme je vous le répète à chaque fois, évidemment, moi, je ne vous donne pas de conseils en investissement. Je fais que vous partagez ce que je fais en tant qu'investisseur particulier. Cependant, je vous invite quand même à faire vos recherches et je vous rappelle que ce type d'action assez risqué est en réalité qu'une petite partie de mon portfolio et encore plus de mon patrimoine si on rajoute toutes les autres choses que les actions. Donc comme on l'avait regardé à l'époque rapidement, Lemonade en fait c'est une entreprise qui fait de l'assurance mais entre guillemets via les nouvelles technologies. Donc ils n'ont pas de bureau physique, tout se passe sur un téléphone ou sur l'ordinateur. Ils ont des prix assez attractifs. Ils font aussi de l'intelligence artificielle en fait pour vous faire les devis. Ce n'est pas une personne que vous avez au téléphone, tout se fait via des algorithmes. Et enfin, ils ont aussi un aspect qui plaît beaucoup aux nouvelles générations, qui est qu'une partie de leurs bénéfices est en fait reversée à des associations. Et ce sont des associations que vous pouvez vous-même choisir lorsque vous êtes client de Lemonade. Donc voilà pour la deuxième action que je viens de racheter. Ensuite, la troisième que j'ai achetée, qui ne faisait pas partie de la liste que je vous avais fait le mois dernier, il s'agit de Palantir. Alors Palantir, cependant, je vous en ai déjà souvent parlé dans les vidéos. C'est une entreprise qui est dans l'analyse du big data et dans l'intelligence artificielle. C'est en fait une entreprise qui existe depuis de nombreuses années et qui au début a beaucoup travaillé avec le gouvernement américain, notamment avec tout ce qui est combat du terrorisme dans toutes les guerres qu'ils ont eues, combat de la cybercriminalité. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a notamment développé d'autres systèmes, notamment Foundry, qui est en fait destiné aux entreprises privées. Ils ont de nombreux clients au S&P 500 notamment. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les données clients et les données de business des entreprises pour optimiser tout simplement leur business en utilisant leurs algorithmes d'intelligence artificielle et tout simplement l'analyse du big data, comme on l'entend souvent parler. Ce n'est rien de plus que de l'analyse de données très poussée pour pouvoir prendre des décisions stratégiques dans les entreprises, dans les usines, les entrepôts, etc. Alors Palantir, c'est une entreprise que je recherche beaucoup en ce moment. C'est pour ça que j'ai encore investi, parce qu'en fait j'y crois de plus en plus quand je regarde l'entreprise. On me demandait il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans les commentaires combien de temps ça me prend pour moi d'analyser une entreprise. Mais la réalité c'est que ça se fait pas en une heure, ça se fait en des semaines et ça se fait pas en travaillant toute la journée dessus. C'est-à-dire que régulièrement,
je lis dessus, j'ai des articles de journaux avec les alertes automatiques quand on parle de cette entreprise. Je regarde aussi beaucoup de vidéos dessus, je regarde les conférences, je lis les rapports, etc. Les rapports d'analystes et aussi bien aussi les rapports directement destinés aux investisseurs. Et si vous voulez, je me fais un avis sur le long terme. Et comme je le dis à chaque fois, je fais du DCA. Et donc vous voyez, l'action, je l'achète en plusieurs fois. Et là, elle a baissé et j'en vais certainement encore en racheter vu qu'elle est encore à la baisse. Et c'est une entreprise sur laquelle je suis en train de vraiment me construire une conviction. Et je la construis pas pour me dire que je veux investir dedans, c'est l'inverse. C'est parce que ce que j'écoute et ce que je lis et ce que je vois sur cette entreprise me plaît, ça me pousse à investir plus dedans. Très bien, donc passons maintenant aux deux dernières actions dont je vous avais parlé mais que j'ai pas encore achetées. Alors la première, il s'agit de Google. Donc Google, on est à un plus haut historique, mais j'ai envie de vous dire comme toujours, si vous regardez la courbe, on a l'impression d'être toujours à un plus haut historique. Je ne l'ai pas encore racheté tout simplement parce que je ne veux pas en racheter une entière. Donc je vais certainement en faire du fractionné. Je vais peut-être en racheter pour 400, 500 dollars, on va voir. Après, si c'est pas dans les 2 semaines qui arrivent, ça peut être dans les 2 mois qui arrivent. C'est pas un gros problème, je suis pas très pressé sur cette action, sachant que j'ai déjà une position, donc une action, ça fait presque 3000 dollars, donc c'est une belle position de mon portfolio. Je suis pas ultra pressé d'en rajouter. Si elle venait à corriger peut-être de 10%, on sait jamais, hein, il peut y avoir quelque chose qui peut se passer dans le marché, d'ailleurs comme on va en parler un petit peu plus tard, il y a beaucoup de questions en ce moment. Et donc, si elle venait à corriger, pourquoi pas en racheter. Et d'ailleurs, même si à la fin du mois, j'ai pas atteint mon quota d'investissement entre guillemets de ce mois-ci, eh bien, j'irai peut-être remettre 500 dollars. Dans tous les cas, comme à chaque fois, je vous tiens au courant. Et l'autre action que je voulais vraiment racheter, mais qui elle est partie complètement à la hausse, il s'agit de AMD. Donc AMD, je suis pas non plus totalement déçu parce que j'ai une belle position sur Nvidia. D'ailleurs, on peut aller voir. Et Nvidia, vous voyez, je l'ai acheté ici et depuis elle a explosé. Donc j'ai quand même pas non plus totalement raté le coche et j'ai pas une grosse déception. Cependant, j'aurais aussi aimé acheter AMD comme je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait la comparaison entre Nvidia et AMD. Mais bon, du coup, ben, je pratique la patience. L'entreprise, elle peut pas monter pour toujours. Il y a un moment, elle va forcément corriger. Alors elle va peut-être pas corriger de 30%, mais elle pourrait très bien corriger de 10-15%, et dans ce cas-là, certainement que ce serait un point d'entrée pour moi. Alors je ne veux pas m'étaler plus sur ce que fait AMD évidemment dans cette vidéo, sachant que j'en ai fait une il y a un mois où je la comparais à Nvidia. Cependant, c'est quand même une entreprise qui fait des puces électroniques et des composants électroniques pour la modélisation 3D, les serveurs. Ils font aussi les processeurs pour les ordinateurs, etc. Donc voilà, évidemment, n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo, je vous la mets aussi juste en haut. Et c'est une action que je vais certainement rentrer en portfolio, mais bon, a priori pas dans les semaines qui arrivent, vu comme elle a explosé. Et moi, je sais que c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais j'aime quand même acheter une entreprise quand elle est un petit peu dans le rouge, quand je nous vois tout le temps à un plus haut historique comme ça, même si fondamentalement, il y a assez peu de raisons à ne pas l'acheter maintenant parce que les indicateurs financiers sont bons. Il y a aussi l'aspect psychologique de l'investisseur. Et je vous avoue que personnellement, j'ai envie d'attendre un petit peu pour l'acheter. Après, c'est très personnel. Je ne suis pas parfait, évidemment. Je suis qu'un particulier, je ne suis pas un professionnel. Et je vous partage ici ma vision des choses. Et donc, je pense attendre un petit peu pour l'acheter. Et d'ailleurs, félicitations à ceux qui n'ont pas procrastiné comme moi, qui l'ont acheté début novembre, parce que si vous l'avez acheté début novembre, et ben vous êtes sur une belle hausse de presque 30%. Je ne l'ai pas fait, erreur de ma part, mais bon, c'est pas grave, on apprend constamment de nos erreurs. Très bien, donc passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. On va parler tout simplement de certains points qu'il y a en ce moment sur le marché financier. Alors tout d'abord, on va regarder le S&P 500. On est à un plus haut historique. Si vous regardez depuis le plus bas en mars 2020, on est remonté de 111%. Donc c'est une performance incroyable. Félicitations à tous ceux qui ont investi à l'époque parce que vous êtes en très belle hausse. Mais il n'empêche qu'on est un plus haut historique. Et donc on peut toujours se poser la question de mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ben, la vérité, c'est que personne n'a la réponse. Évidemment, on ne peut pas monter pour toujours, sachant qu'en général, on a sur le marché une fois par an une correction d'au moins 10%. Donc, vous voyez, 10%, ça nous ramènerait sur les niveaux d'ici. Et on n'est pas non plus à l'abri d'une plus grosse correction. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le monde. Un départ du virus qui recommence, une guerre, etc. On n'a aucune idée. Mais bon, évidemment, on ne peut pas tout le temps crier au loup. Donc, ben, écoutez, ça monte. Il y a des entreprises qui le méritent, d'autres qui le méritent moins. Donc évidemment que je ne vais pas m'arrêter à ça et je continue à investir chaque mois comme vous le voyez. Alors on va aussi aller voir le tableau que je vous montre assez souvent de chez Yarnedy. Donc en fait ce sont les PE ratio en fonction de la taille des entreprises aux États-Unis. Et donc comme on le voit à chaque fois, les grosses entreprises, c'est-à-dire celles qui pèsent plus de 10 milliards,
ont globalement un PI de 21-22, donc on est assez élevé. C'est pas étonnant d'ailleurs, hein, si vous allez sur le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises, on voit qu'on est à un plus haut historique. Et d'ailleurs, si vous allez voir des belles entreprises comme Google, Apple aussi qui vient de faire un plus haut historique, Amazon qui est reparti vers ses plus hauts historiques. Donc voilà, ces entreprises sont des très grosses capitalisations boursières qui pèsent énormément dans le S&P 500. Et donc avec leur PI, si on retourne voir Amazon, un PI de 70, Apple un PI autour de 30, voilà 28, faut pas s'étonner qu'on soit sur des PI élevés. Donc ce sont des entreprises chères, mais au cas par cas, si vous regardez, vous avez évidemment dedans des entreprises de très bonne qualité qui méritent des tels prix. Et par contre, si on va regarder les moyennes et petites entreprises, donc tout ce qui est en dessous de 10 milliards de capitalisation boursière, là vous voyez qu'on est sur des PI entre 12 et 16-17 en moyenne, donc ça veut dire évidemment que dedans il y aura des PI à 2 et des PI à 30, mais en moyenne on voit qu'on est plus bas, et ça confirme la tendance qu'il y a beaucoup de moyennes et petites entreprises qui ont plus souffert en bourse ces derniers temps, et il y a forcément des affaires à trouver. Après attention, il y a aussi des pièges, je vous invite à faire vos recherches comme à chaque fois. Mais donc voilà, globalement, la tendance du marché, c'est que les grosses entreprises sont assez chères, certaines le méritent et d'autres non, du moins ça c'est mon avis. Et par contre, quand vous allez dans les plus petites entreprises, eh ben, il y a forcément des entreprises, vu qu'elles sont moins connues, qui sont moins, entre guillemets, achetées par les gros fonds d'investissement et donc il y a moins d'argent qui vont dedans et elles sont moins chères. Évidemment, cela est à prendre avec des pincettes. Vous pouvez avoir des entreprises qui sont des complètes arnaques dans les petites entreprises, et de la même façon, vous pouvez avoir des très bonnes entreprises très chères dans le S&P 500. Très bien, donc on continue sur les actualités. On attend toujours la décision de Biden. Il avait dit qu'il nous l'annoncerait en fin de semaine. Bon ben écoutez, là on est samedi matin quand je vous enregistre la vidéo, on n'a toujours aucune nouvelle. Donc la fin de semaine certainement que pour lui c'est dimanche. Ou sinon ça veut dire qu'il est en retard sur sa décision, c'est aussi possible, hein. Mais donc voilà, on en parle beaucoup aux États-Unis. Si la principale favorite est choisie à la place de Powell, évidemment, comme il dit, ça aura un impact immédiat sur le marché parce que ça va amener de l'incertitude, sachant que Powell il a dit ce qu'il allait faire et la nouvelle Brainard, on ne sait pas forcément quelle serait sa vision et sa stratégie, donc ça pourrait amener de la volatilité. Et c'est vraiment un gros sujet en ce moment aux États-Unis. On a aussi d'autres interviews où les personnes sont en train de débattre, est-ce que Powell est le favori, etc., pour rester à la tête de la fédérale, de la Fed, etc. Donc voilà, gros sujet aux États-Unis. On attend la nouvelle. Espérons qu'on l'ait bientôt, parce que ça fasse une action sur le marché à la hausse ou à la baisse, dans tous les cas, ça va amener de la volatilité et il faut être prêt peut-être à saisir des opportunités. Alors ensuite, l'administration américaine elle est sur le point de passer son énorme plan d'investissement sur la sécurité sociale et sur le changement du climat. Donc on est en train de parler de 1700 milliards de dollars, donc encore beaucoup d'argent injecté sur les marchés, encore de l'impression monétaire. Il y a eu des débats quand même, notamment au Sénat, avec des démocrates qui ont expliqué qu'avec l'inflation qu'on a actuellement, imprimer encore de l'argent, même si je dis imprimer, on n'imprime pas, hein, c'est que des lignes de code dans une base de données. Mais la réalité, c'est que injecter plus d'argent sur le marché avec l'inflation actuelle, pardon, ça fait peur au marché, ça fait peur à cause de l'inflation. Donc a priori ça a l'air de passer, mais non pas sans des modifications. On voit notamment qu'ils sont en train de pushback sur tout ce qui est les paid leave, donc c'est tout ce qui est, je pense que c'est l'équivalent de l'assurance chômage, et notamment aussi ils sont en train de débattre sur les taxations. Donc voilà, aussi un gros débat aux États-Unis et un catalyste. Si ça passe, ce serait certainement en décembre, on voit ici Before Christmas, et donc pareil, ça aurait des influences notamment certainement sur les longs taux américains, donc les taux de la dette américaine, et aussi peut-être sur la peur par rapport à l'inflation, etc. Allez, deux derniers points et après j'en aurai fini avec cette vidéo. Donc la prochaine chose dont je voulais parler, ce sont en ce moment la hype qu'on a sur les véhicules électriques encore aux États-Unis. Donc on voit par exemple Rivian ici qui vient de rentrer en bourse. Donc Rivian c'est une entreprise qui est soutenue par Amazon et Jeff Bezos et ils font notamment des petits véhicules utilitaires électriques. Cependant l'entreprise ne livre pas encore de véhicules massivement par rapport à un Tesla qui est parti pour livrer 1 million de véhicules l'année prochaine. Ou si vous prenez NIO et Xpeng en Chine ou même BYD qui livre beaucoup de voitures actuellement, cette entreprise pour l'instant n'a pas encore prouvé qu'elle était capable de produire. Quand je dis de produire, je parle de produire massivement pour fournir le marché avec des centaines de milliers de véhicules.
Qu'on soit bien clair, je ne parle pas ici de quelques prototypes. Et donc cependant, malgré ça, l'entreprise a une cotation de plus de 110 milliards de dollars en bourse. Et donc on parle d'une entreprise de 110 milliards alors que je vous rappelle, elle n'a même pas de revenus. Si vous allez voir les revenus bruts, il y a néant, enfin il y a quelques lignes, mais ils ne vendent pas de voitures, donc il n'y a pas de revenus. Pour l'instant, c'est que des dépenses, de la recherche et développement, de la construction d'une usine, mais il n'y a pas encore de revenus. Donc moi personnellement, je n'irai pas investir là-dedans parce que là, on rentre vraiment dans le domaine du pari et de la spéculation. On ne sait pas si l'entreprise va réussir. Certes, elle est soutenue par Amazon, ils ont reçu une grosse commande, etc. Mais c'est qu'une commande sur le papier. Et encore faut-il qu'ils arrivent à fabriquer les véhicules. Et honnêtement, c'est difficile de fabriquer des véhicules et certainement encore plus des voitures électriques avec des nouvelles technologies. Si vous regardez les fabricants historiques, Ford, Volkswagen, même en France, Renault, Peugeot, c'est des dizaines, voire même pour certaines plus d'une centaine d'années d'expérience pour mettre des véhicules sur le marché. Et si vous regardez l'historique de Tesla notamment, vous voyez que ça leur a pris plus de 10 ans avant d'être capable de produire massivement. Et ça a été avec certainement parmi les meilleurs ingénieurs du monde qui vont bosser chez Tesla, non pas pour le salaire, mais pour la passion de bosser chez Tesla. Donc voilà, personnellement, quand je vois ça, moi je dis prudence. De même, si on va aller voir Lucid, Lucid pareil, c'est une entreprise, c'est une SPAC qui était rentrée l'année dernière en bourse, on voit début 2021. Et c'est une entreprise pareil qui a livré, je crois, une centaine de véhicules le mois dernier, après plus d'un an de retard. Et ils sont censés livrer 1000 voitures l'année prochaine. Donc 1000 voitures, on est sur des volumes de prototypes. On ne parle pas ici de production de masse. 1000 voitures, je pense que des entreprises comme Ferrari, Lamborghini les sortent et c'est des voitures faites à la main là-bas. Donc vous voyez, on n'est pas sur de la production de masse encore. Et malgré ça, on est sur une capitalisation de 15 milliards, 14,2 actuellement d'ailleurs. Alors c'est moins que Rivian, alors après ils ont aussi des plus petites commandes, on ne parle pas ici de 100 000 véhicules commandés, on parle de dizaines de milliers de véhicules au maximum dans quelques années, et ce sont des véhicules très haut de gamme à 150-200 000 dollars. Donc pourquoi pas, moi j'ai rien contre l'entreprise, elle peut très bien réussir et je le souhaite. J'espère vraiment qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises qui essaient de disrupter le marché pour pousser aussi les anciens constructeurs comme Volkswagen, Ford, Chevrolet, GM, Renault, Peugeot, bref, vous pouvez tous les citer, pour les forcer à se renouveler, pour mettre de la technologie dans leur voiture, de l'intelligence artificielle. Quelque chose aussi que j'espère profondément qui va arriver, c'est la conduite autonome. Et c'est grâce à des entreprises qui se bougent comme celle-ci que les vieilles entreprises vont aussi se lancer dedans et que peut-être dans quelques années, on aura des voitures qui se conduisent toutes seules et on pourra réduire les taux de mortalité sur la route, etc. en utilisant l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes. Donc pour moi, c'est quelque chose de très prometteur, mais je peux toujours pas mettre de l'argent dans une entreprise comme Lucid qui n'a encore rien prouvé et qui est vraiment pour moi de la pure spéculation. Et donc à l'inverse, on peut regarder Tesla, qui sont aussi à un plus haut historique, même s'ils ont un petit peu descendu parce que Elon Musk a vendu énormément d'actions parce qu'il doit payer beaucoup d'impôts. Mais cependant, vous voyez, moi c'est une entreprise que j'ai commencé à acheter il y a 1 an et 3-4 mois, je crois que c'était août-septembre 2020. Et c'est une entreprise que j'ai commencé à acheter quand vraiment j'ai vu que les fondamentaux étaient sérieux, que l'entreprise avait prouvé qu'elle était capable de fabriquer, de commercialiser des voitures. Je me rappelle personnellement, j'ai commencé à vraiment halluciner quand j'ai commencé à voir tous les jours des Tesla, que ce soit en Chine, en France, aux États-Unis. Il n'y avait plus une journée où je ne croisais pas une ou plusieurs Tesla dans la rue. Donc c'est vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille de me dire que ça y est, l'entreprise était en train de produire massivement des voitures et c'était plus quelque chose d'anecdotique. Alors évidemment, à cause de ça, j'ai pas profité de l'énorme hausse. J'ai pas fait plus 1000%. Bon, j'ai pas non plus à rougir, j'ai fait plus de 65% actuellement. Et c'est une entreprise qui, si elle venait à redescendre, et surtout si elle continue à réussir dans son modèle, dans son business model futur, notamment on peut citer l'ouverture de leurs nouvelles usines à Berlin et à Austin au Texas. On peut parler de leurs nouveaux modèles qu'ils vont lancer comme le Cybertruck, et on parle aussi d'une compacte Tesla qui serait beaucoup moins chère que les voitures actuelles. Donc voilà, on va voir sur le long terme, mais si l'entreprise elle continue à avoir une aussi bonne exécution, je pense que j'hésiterai pas à en racheter. Qui plus est, si elle venait à cracher et à revenir sur mon coût d'achat actuel, et honnêtement, si vous avez une peur sur tout le marché, notamment même d'ailleurs plus que sur tout le marché sur les véhicules électriques, etc., j'hésiterai pas à en racheter si elle venait à cracher.
N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous refasse une vidéo sur Tesla, parce que c'est une entreprise qui bouge très très vite, et donc si vous voudriez que je vous parle un petit peu plus en détail de pourquoi j'aimerais l'acheter, enfin plutôt la racheter, parce que je vous ai déjà fait une vidéo qui vous dit pourquoi je l'ai acheté, du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà pour mon point sur les véhicules électriques. Et maintenant, je vais vous parler d'un truc qui se fait en chaque fin d'année, et ça s'appelle en français le nettoyage de portefeuille. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que beaucoup de gens en parlent. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait aussi aux États-Unis sous le nom de tax harvesting. Et en fait, ce n'est rien de plus que de vendre en fin d'année des actions sur lesquelles on est à la baisse pour, entre guillemets, baisser ses plus-values si on a aussi fait des plus-values cette année. Ici, on parle ici d'une année fiscale, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et en fait, c'est les actions que vous revendez si vous êtes à la baisse pour les racheter par la suite et donc ainsi baisser vos impôts tout en réachetant l'entreprise. Alors c'est quelque chose de légal, par contre c'est très risqué, parce que si vous vendez votre action et que le lendemain elle part à la hausse, et ben du coup vous avez vendu votre action, pris une perte et vous ne pouvez pas la racheter, et donc là du coup vous vous êtes fait avoir. Donc c'est quelque chose à faire de façon très prudente. Généralement, on le fait sur des actions qui ont une tendance à la baisse ou qui actuellement ne sont pas du tout à la mode et donc elles sont assez calmes et il y a peu de chances qu'il se passe grand chose. Donc voilà, typiquement, c'est pas quelque chose que je m'amuserais à faire sur une action comme Tesla qui peut être volatile. Il faut aussi faire attention et se renseigner au niveau de vos résidences fiscales parce que selon où vous vivez, vous avez des règles en termes de délai. Notamment aux États-Unis, vous ne pouvez pas racheter l'action pendant 30 jours parce que sinon, en fait, votre plus-value n'est pas décomptée. Donc il faut la vendre et la racheter 30 jours plus tard. Et donc c'est un sujet dont on entend parler en ce moment aux États-Unis parce que là, on arrive fin novembre et donc il y a des personnes qui vont vendre leurs actions pour avoir les fameux 30 jours avant la fin de l'année pour ensuite pouvoir racheter leurs actions. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'ai prévu de faire cette année, tout simplement parce que j'ai très peu vendu. De façon générale, je vends peu puisque je fais pas de trading. Cependant, je voulais vous en parler parce que c'est une notion assez intéressante, je trouve. C'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler et pourtant c'est une astuce qui se fait. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Très bien, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis et puis ce que vous en pensez. Aussi, n'hésitez pas à évoquer d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez que j'aborde. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.